Bonjour à tous. Êtes-vous prêts pour votre nouvelle petite cuillère de culture? Bien sûr que vous l'êtes. Et en plus, aujourd'hui, nous allons vous parler, non pas d'un livre, non pas d'un film, non pas d'une série ou d'une saga, mais d'un auteur. Un auteur qu'Olivier, ici présent, Bonjour. adore. Un auteur aussi polymorphique que brillant, et non, je n'ai pas été payé pour placer des mots plurisyllabiques partout, même si c'est Olivier qui m'a écrit mon texte. Mais cet auteur, Olivier, qui donc est-il? Eh bien, cet auteur, mon très cher Arthur, très cher visionneur, c'est Dan Simmons. Ce même Dan Simmons, dont vous me disiez tout à l'heure, backstage, qui n'était peut-être pas un individu si recommandable que ça? Celui-là même. Mais là n'est pas le sujet, et je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur ce dit sujet si cela vous intéresse. Pour ma part, je préfère dissocier l'œuvre de l'auteur, même si ce n'est pas toujours chose facile, surtout quand l'auteur n'y met pas du sien. Nous verrons d'ailleurs le cas avec un de ses derniers romans, Flashback, un roman de science-fiction, qui, malgré son pitch tout à fait prometteur, mêle à son récit des petits relents politiques assez nauséabonds. Absolument. Mais sans plus tarder, passons à la séquence bio. Avec plaisir. Alors, que pouvez-vous nous dire de la vie de ce très cher Dan? Ah, si peu de choses. Nous savons de source sûre que Dan Simmons est né, un beau jour d'avril 1948, dans l'Illinois. En revanche, je ne pourrais pas vous donner la météo exacte de ce jour, ce qui ne représente pas de toute façon un intérêt fou. Notez que je ne peux vous renseigner non plus sur l'heure de la naissance de Dan Simmons, ni ses mensurations générales, sa taille ou son poids. En revanche, je peux vous dire que Dan Simmons est du signe astrologique du Bélier, un signe dont les représentants sont généralement considérés comme bondissants. Ce que Dan Simmons a fait de sa vie entre sa naissance et sa sortie de fac en 1971 est inconnu de Wikipédia, et donc de moi. Toujours est-il qu'il est ensuite devenu professeur de littérature, un métier qu'il a exercé avec un certain panache, ou alors pas du tout, jusqu'en 1989. À partir de là, il s'est consacré pleinement à l'écriture, avec un certain succès du reste, car il a été traduit et publié avec succès dans au moins 27 pays. 27 pays. Mais qu'en est-il des prix littéraires? Ne mesure-t-on la grandeur d'un écrivain qu'aux ventes qu'il réalise? Fussent-elles nombreuses? Ma foi, qui serais-je pour en juger? Tout ce que je peux vous dire, c'est que Dan Simmons a été récompensé par de nombreux prix littéraires, parmi lesquels les plus prestigieux du monde de la littérature de l'imaginaire. Je pense au Locus, je pense au Hugo, je pense au Bram Stoker. J'en passe, et des meilleurs. On voit que ce n'est pas un rigolo. En effet, je pense qu'on peut le résumer ainsi. Très bien. Je pense qu'il est plus que temps de passer à l'œuvre. L'œuvre. Olivier, sauriez-vous nous dire comment Dan Simmons, qui était donc professeur de son état, en est venu à pondre des classiques de la littérature de genre? Eh bien, Dan Simmons est entré dans le monde de la littérature après que Harlan Ellison, un écrivain de science-fiction sans doute connu de nos amateurs, qui dirigeait en fait l'atelier d'écriture dans lequel était inscrit Simmons, l'eut persuadé de soumettre une des nouvelles qu'il avait écrites à la publication. Cette nouvelle s'appelle Le Styx coule à l'envers, et sans doute un des premiers chefs-d'œuvre de Dan Simmons. C'est un texte que vous pouvez retrouver dans le recueil de nouvelles éponyme. Recueil uniquement publié en France, il faut le noter, chanceux que nous sommes. Il a depuis publié un grand nombre de romans et de nouvelles, les plus connus desquels nous allons traiter de ceux-là. Je l'espère, en tout cas. Il faut savoir que Dan Simmons n'est pas l'auteur, et c'est d'ailleurs le sujet principal de cette vidéo, d'un seul courant littéraire. S'il est vrai que son domaine privilégié reste la littérature dite de genre, il en a travaillé quasiment toutes les composantes. De la SF à l'horreur, du policier au fantastique, et chaque fois ou presque, avec un réel bonheur. Il me semble toutefois, dites-moi si je me trompe, qu'il est particulièrement reconnu pour une de ses œuvres. Je pense que vous faites allusion à Hyperion, les Cantos d'Hyperion. Et les Cantos d'Hyperion, donc, sont une œuvre de science-fiction de Dan Simmons, publiée entre 1991 et 1998. C'est une quadrilogie, c'est-à-dire qu'elle a 4 tomes, qui regroupe donc Hyperion, la chute d'Hyperion, Endymion et l'éveil d'Endymion. Cette quadrilogie mêle avec un bonheur certain tous les codes de la science-fiction. Planète opéra, space opéra, cyberpunk, intelligence artificielle et même des enquêtes policières.
Bien entendu, vous résumer Hyperion en une vidéo serait à la fois bien trop long et en gâcherait en plus la subtile saveur. Je me bornerai à vous dire que... à vous en révéler quelques grandes lignes, dirons-nous. Nous sommes dans un lointain futur. Un futur dans lequel la Terre, à la suite d'une malheureuse expérience scientifique qui a mal tourné, a disparu. Les humains se sont donc répandus dans le cosmos, après s'être séparés en deux groupes bien distincts. Et quels sont ces deux groupes bien distincts? Alors, le premier groupe forme l'hégémonie. C'est une société qui colonise planète après planète, en reliant ces dernières par des portails de téléportation, ce qui leur permet de faire des voyages quasiment instantanés de planète en planète. Ils ont créé donc une immense civilisation interplanétaire. Les seconds forment les extros. Ils sont considérés comme les ennemis des premiers, et une menace constante qui pèse sur l'hégémonie. Ce sont, pour faire court, des transhumains, c'est-à-dire qu'ils utilisent la science pour améliorer leur corps. À la manière des frères Bogdanov. C'est un avis qui ne regarde que vous. Nous nous bornerons à dire que les techniques ont bien évolué depuis. Les extros vivent en apesanteur, ils se sont donc transformés en conséquence. Certains ont des ailes, d'autres ont développé des caractéristiques insectoïdes. Par exemple, totalement coupés du reste de l'humanité, on ignore tout de leurs véritables intentions. Mystérieux, c'est ça, ces satanés extros. Tout à fait. Le livre commence alors qu'un essaim de vaisseaux extros s'approche de la mystérieuse planète Hyperion, la planète qui abrite les tombeaux du temps. 7 pèlerins sont alors envoyés sur cette planète pour assister à l'ouverture de ces tombeaux du temps et y rencontrer le Gritch, un dieu sanguinaire qui est censé en surgir. Ces 7 pèlerins, tandis qu'ils chemineront vers les 10 tombeaux, vont raconter leurs histoires. La narration alternant alors entre leur voyage vers les tombeaux et leurs histoires, chacun la racontant à sa manière. Ces histoires ont bien entendu, vous vous en doutez, un rapport avec la planète Hyperion. Je peux vous parler brièvement de la suite d'Hyperion, qui s'appelle donc Endymion et l'éveil d'Endymion, qui est beaucoup plus classique dans sa narration, mais qui vous tirera peut-être quelques larmes, si vous n'êtes pas fait de pierre. Peut-on parler avec les cantos d'Hyperion d'un classique de la littérature de science-fiction? Il est toujours un peu compliqué de parler de classique, seul le temps nous le dira réellement. Mais les amateurs de science-fiction, en général, considèrent que les romans de Simmons, Hyperion, font partie avec Fondation d'Asimov ou avec Dune de Frank Herbert, d'une des pierres angulaires de la science-fiction. Les connaissances scientifiques, si elles n'en font pas une œuvre réellement réaliste, la rendent au moins très crédible. La profondeur des personnages, l'inventivité des situations, les trouvailles à chaque page font des cantos d'Hyperion un véritable chef-d'œuvre, à mon sens en tout cas. Simmons a-t-il persévéré dans la science-fiction après en avoir écrit ces quelques glorieuses pages? Eh bien, d'autres se seraient peut-être découragés, mais Simmons a voulu aller encore plus loin. Dans le diptyque Ilium Olympos, publié en 2003, et que nous possédons à la bibliothèque, exactement, il nous plonge dans la guerre de Troie, figurez-vous. Une guerre de Troie rejouée dans le très lointain futur de l'humanité par des post-humains, des entités bardées de nanotechnologie qui se prennent pour les dieux de l'Olympe. Ils vivent au sommet d'ailleurs d'Olympus Mons, la plus haute planète de Mars et du système solaire. 21 km tout de même, excusez-moi du peu. Il rejoue donc cette guerre de Troie. Vous parlez de post-humains, mais sont-ils semblables aux extros précédemment vus dans Hyperion? Pas exactement, mais le trans, ou post-humanisme, est un thème cher à Simmons. Et les deux ouvrages traitent donc des améliorations que l'homme peut apporter à son corps via la science. Mais si les extros s'adaptent à l'espace en évoluant, les post-humains, eux, visent à devenir de véritables divinités. Mais pourquoi Ilium et Olympos, qui semblent tout de même des œuvres assez imposantes, ne sont-ils pas aussi connus qu'Hyperion? Comme dans Hyperion, le texte développe une grande intertextualité, démontrant l'érudition et la curiosité de Simmons. Proust, Nabokov, mais encore Shakespeare et Homère ont une importance capitale. Cependant, Olympos intègre déjà à son récit quelques idées politiques assez tranchées qui nuisent à sa narration. Surtout quand il s'agit des passages d'anticipation assez proches, c'est-à-dire des anticipations à court terme. On dit parfois que Simmons est un très grand anticipateur du futur lointain, mais un assez mauvais du court terme.
C'est d'ailleurs le problème majeur de Flashback, un roman qui a déçu plus d'un fan. C'est un euphémisme, et qui nous plonge dans le futur très très proche de l'humanité. Si l'ouvrage reste de qualité, une qualité toutefois inférieure à ce qu'on est droit d'attendre de Simmons, le problème est plus lié aux thèses directement inspirées du Tea Party et de la droite ultra-conservatrice, démontrant le virage droitier que Simmons a pris après le 11 septembre. Encore une fois, il ne s'agit pas de juger ces idées politiques, mais de critiquer le fait de les mêler à sa fiction d'une manière carrément propagandiste. Mais vous auriez tort, vous, oui, derrière la caméra, de résumer Simmons à la science-fiction, n'est-ce pas? Absolument. Prenons l'horreur par exemple. Un domaine où Simmons n'a rien à envier de la parole même du maître de l'horreur à Stephen King. Stephen. Alors en anglais nous disons Stephen King. Parlons de Terreur, un livre qui mêle réalité et fiction, comme aime le faire Simmons. Il raconte comment les équipages de 2 vaisseaux qui ont été pris dans les glaces en avril 1848, en Arctique, sont décimés par le botulisme, le saturnisme, le faim, le froid, et pour finir, une étrange créature des glaces. Là où Simmons fait très fort, c'est dans la mise en place d'une ambiance. Ainsi, on est plongé durant des centaines de pages dans le dur quotidien de ces marins pris dans les glaces. C'est beau, c'est très bien documenté, et on ne voit pas les 1000 pages passer, figurez-vous. Je pourrais dire la même chose de Drood, un ouvrage peut-être un peu moins emballant, au moins au début. Par les yeux de Wilkie Collins, un écrivain contemporain du célèbre Dickens, Simmons nous plonge dans les bas-fonds du Londres opiacé, victorien de la fin du XIXe siècle, hanté par la créature mystérieuse Drood, une créature qui fascine Dickens. Drood est le nom du dernier roman resté inachevé du maître Dickens. Science-fiction, horreur, y a-t-il d'autres genres littéraires auxquels Simon a mis la patte? Simmons s'est également essayé au polar, avec un certain succès du reste, avec des titres comme Une balle dans la tête ou Vengeance, que nous avons à la bibliothèque. Mais nous ne pouvons pas clore cette petite cuillère, pour autant que cette phrase ait un sens, sans évoquer le fantastique. Un genre dans lequel vous me disiez, hors caméra là encore, qu'il avait trempé. Exactement. L'échiquier du mal, par exemple. Un classique, récompensé du prix Bram Stoker. Ce roman, dont vous avez forcément entendu parler, raconte la traque d'un criminel de guerre nazi par une de ses anciennes victimes, Saul, un survivant du camp de Chelmno. Or, il s'avère que ce nazi dispose du talent, avec un T majuscule, l'habilité de contrôler par la pensée les autres personnes et d'en faire ce qu'on en veut, généralement pas du très joli, vous vous en doutez. Ce talent, partagé par un cénacle de gens haut placés, est le moyen par lequel une élite joue une sorte de grand jeu d'échecs dont les pions sont d'autres êtres humains. Horrifique. Ah, terrible. Manipulation, jeu de pouvoir, horreur et barbarie sont les enjeux de ce roman fantastique qui mêle les éléments horrifiques et le thriller. Durant cette petite cuillère, vous avez évoqué, mon très cher Olivier, une demi-douzaine d'ouvrages. Mais en avez-vous un préféré parmi ceux-là? Ah, oui, Colline Noire, un des derniers romans de l'auteur à ce jour. Alors laissez-moi vous le dire tout de go. Colline Noire est un grand. Il raconte le destin de Paasapa, un jeune Lakota, depuis la bataille de Little Big Horn, 1876. je vois que vous êtes un érudit, à laquelle il participe, et la mort donc du général Custer, jusqu'à l'avant-Seconde Guerre mondiale. Le livre, très historiographique, comporte quelques éléments fantastiques. Ainsi, Paasapa, ce qui signifie d'ailleurs colline noire en Sioux, exactement, communique avec les esprits de ses ancêtres et se balade constamment avec l'esprit du général Custer, mort donc, qui s'est réfugié dans sa tête après sa mort. Ce qui donne d'ailleurs lieu à des dialogues assez savoureux entre l'Indien et le général Starr des guerres indiennes. Simmons, par l'entremise de ce livre, nous présente sa vision de l'Amérique. Et ce tournant historique de la fin du 19e et du début du 20e, c'est-à-dire ce moment charnière, ce tournant industriel. Et nous sommes témoins, par les yeux de l'Indien, de la transformation d'une société et de la destruction de tout un peuple, toute une civilisation. La destruction d'une culture dont la richesse, qui nous est encore parfois insoupçonnée,
prend ici, grâce à l'érudition de Simmons, toute son ampleur. Cette destruction est d'ailleurs symbolisée dans le livre par l'exécution, au cœur même de la montagne sacrée des Lakota, des 4 têtes de présidents du mont Rushmore, auxquels pas à sa pas participe et rêve de détruire. C'est souvent très beau, toujours très documenté, comme d'habitude avec Simmons, et donne envie de mieux connaître une culture impitoyablement ruinée. Très bien, Olivier. Nous voici donc parvenus à la conclusion. Absolument. Si vous arrivez par hasard à ce moment de la vidéo, On ne sait jamais. sachez que nous avons parlé de Dan Simmons, un auteur qu'il est bon de lire mais pas forcément d'écouter. En effet, s'il vous arrivera de tiquer sur certaines de ces idées, il serait vraiment dommage de passer à côté d'un univers extrêmement prenant, toujours bien écrit, toujours bien documenté, jamais facile. Ainsi, Précipitez-vous à la bibliothèque, vous avez plein de livres à lire.